Hello Sofiane et bienvenue à toi dans le podcast Génération Investisseur. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui, comme j'ai pu te dire juste avant qu'on commence en off. Salut Hugo. On va déjà commencer pour les personnes qui ne te connaissent pas à te présenter. Je te laisse faire ça tranquillement, nous dire un peu ce que tu fais dans ton business. Ouais, top. Ben, super. Merci beaucoup pour l'invitation, du coup, Hugo. Toujours un plaisir de discuter de sujets divers et variés. Donc, moi, je m'appelle Sofiane. Je suis le fondateur de la Tribu des Starters. Donc voilà, j'aide les entrepreneurs à développer leur potentiel et accroître leur efficience, donc apprendre à faire en 4 heures ce qu'ils font en 8. Donc on parle énormément de sujets assez divers finalement, hein, comme les neurosciences, la productivité, la gestion du temps, la théorie des jeux, la psychologie, la sociologie, etc. Et j'en passe. Et donc du coup voilà, ma mission avec la tribu des starters, c'est de faire des entrepreneurs français les plus efficients et accomplis au monde. Et c'est ce sur quoi je taffe au quotidien depuis plus de 3 ans maintenant. Ça marche. C'est super, super inspirant en tout cas ton parcours. Je me souviens moi d'une newsletter d'ailleurs que tu avais envoyée, c'était le 11 mai. Et tu avais annoncé qu'à partir du 31 septembre, donc dans quelques jours en fait, tu vas pouvoir taffer en fait sur la tribu des starters à plein temps. Ouais, c'est ça. Donc déjà, je m'étais complètement loupé puisqu'il n'y a pas de 31 en septembre. Donc c'était le 30 et puis le 30 tombe un samedi. Donc c'est à partir du 29 maintenant. Ok. Donc pendant 3 ans, là, j'ai construit tout ça en double activité. Donc je faisais ça, je m'organisais un peu comme je pouvais. Bon, par chance, du coup, mon expertise, c'est l'organisation et la productivité. Donc c'est plutôt bien passé. Mais ça y est, on arrive à la fin d'une belle histoire. C'est une belle page qui se tourne maintenant et ça va me permettre de me mettre à 100% sur la tribu des starters, la TDS comme on l'appelle, pour Ouais. pouvoir continuer à redoubler d'efforts là-dessus. Il y a plein de choses, plein de belles choses qui vont arriver, donc je suis impatient de pouvoir livrer tout ça. Top. Je pense qu'il y a plein de gens qui se demandent, dont moi et les personnes, je pense, qui nous écoutent, qui se demandent comment est-ce qu'on fait pour créer un business comme ça à côté d'un taf ou même des études, dans mon cas par exemple. Comment on fait finalement quand on a un emploi du temps de 35 heures pour se motiver et avancer quotidiennement vers son idée de projet sans procrastiner? Alors, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Il y a des multiples réponses. Je pense que c'est une réponse que tout le monde a déjà entendue, mais qui est quand même intéressant à redire sur ce podcast. C'est que dans un premier temps, on a toujours la notion du pourquoi qui va intervenir, hein. Le pourquoi, le Start with Why, la méthode de Simon Sinek, qui est un des TED Talks les plus vus de tous les temps. Je conseille à tous les auditeurs d'aller le regarder. Tout le monde en parle aujourd'hui de la notion de pourquoi je fais tout ça. Le pourquoi, ça s'adresse directement à la zone de ton cerveau qui est responsable du comportement. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de si important. Je pense que quand tu es animé par quelque chose qui te fait assez vibrer en termes d'ambition, en termes de lifestyle souhaité ou ces choses-là, déjà tu commences avec un feu intérieur qui te permet d'avoir une motivation, un flux d'énergie qui va te permettre de tenir sur la longueur. Maintenant, c'est rarement suffisant parce qu'en effet, quand tu as 35-36 heures par semaine, il va forcément très vite que tu te penches sur une orchestration, tout ça, une organisation, tout ça, parce que si tu laisses les choses se faire au hasard, ça ne se fait pas. Moi, j'aime bien beaucoup cette phrase qui dit que la procrastination, c'est juste un signe de parfait fonctionnement de son cerveau. Le succès est quelque chose d'anormal, puisque le succès est une question d'expansion d'énergie. Notre cerveau est programmé non pas pour nous faire grandir, mais pour nous faire survivre. Ce qui veut dire que notre cerveau est programmé pour conserver notre énergie. Donc, si on se laisse un peu au hasard, se dire, OK, j'ai envie de faire ça, et je trouverai des petits moments à droite à gauche pour le faire, généralement, ça se fait pas. James Clear, il a cette excellente phrase qui dit les gens pensent qu'ils manquent de motivation, en réalité, ils manquent de clarté. Donc, une des premières étapes, c'est une fois qu'on a identifié le pourquoi, on veut lancer ce business, qu'est-ce qui nous anime derrière tout ça. Et je tiens à préciser, bien évidemment, que l'argent n'est jamais un pourquoi solide. L'argent est une conséquence, un byproduct de ce que tu vas faire, un byproduct de l'alignement avec ta vision. Une fois que tu as défini ça, tu vas te pencher sur finalement, OK, comment je peux orchestrer ça dans mon quotidien et quels sont les espaces qui vont être dédiés au fait de bosser sur ce business-là. Pour ma part, ça a été très tôt le matin, donc tout dépend à nouveau de ton chronotype, des notions dont je peux parler encore une fois dans la TDS, donc les rythmes biologiques naturels qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, qui font que il y en a quatre principaux, hein. Il y a le loup, le lion, l'ours et le dauphin. J'invite les auditeurs à aller se renseigner sur chacun d'entre eux si ça les intéresse. Mais toujours est-il qu'en fonction de tes rythmes d'énergie, certains sont plus efficaces le matin, d'autres sont plus efficaces le soir. Il faut oublier, hein, je profite de le placer ici dans ce podcast, les vieux schémas qui disent que ceux qui réussissent sont ceux qui se lèvent tôt. On sait que c'est parfaitement faux aujourd'hui. Énormément, et d'ailleurs la majorité des artistes, des codeurs, des développeurs travaillent très tard le soir et sont incapables de faire quoi que ce soit le matin. Donc il y a différents profils. Le tout, c'est de trouver le sien et de matcher avec ses niveaux d'énergie. Moi, c'était essentiellement le matin. Donc ce qui veut dire que pendant ces 3 ans, c'était des réveils entre 4h30 et 5h le matin pour taffer avant d'arriver au boulot. Ensuite, le soir en rentrant, c'est pareil, je rajoutais 1 heure, 2 heures en fonction de l'énergie que j'avais. Essayer de pas aller trop tard parce que pour se coucher tôt, pour se lever finalement entre 4h30 et 5h.
Et ce qui est important de savoir, c'est que, et c'est pour ça que c'est important d'être aligné sur son, vraiment son chemin de vie et avoir bien réfléchi le pourquoi on veut faire ce qu'on s'apprête à faire, c'est que ça demande des sacrifices. Il faut être honnête avec ça dès le début. Ça demande des sacrifices. Moi, pendant 3 ans, ça a été très peu de soirées, très peu de week-ends, très peu de vacances et un full alignement là-dessus pour pouvoir construire ce qui a fait émerger aujourd'hui ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la tribu des starters, mais qui m'a demandé énormément de temps. Donc pour résumer, moi je pense qu'il faut toujours commencer, si on doit passer quelques semaines à plancher sur le pourquoi derrière tout ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous anime vraiment, qu'est-ce qu'on rêve de voir émerger dans notre vie, c'est une très bonne chose, ce travail sur la vision, ce qu'on appelle constituer une vision minimum viable, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très complet. On peut, les visions sont en constant, c'est une constante redéfinition tout au long de notre vie. Donc, on peut, dans un premier temps, définir une première partie de notre vision. Où est-ce qu'on voit notre vie idéale dans 10 ans, dans toutes nos sphères de vie, relations, business, spiritualité, sport, etc. Et partant de là, se dire, OK, pourquoi je veux avoir cette vision-là? Qu'est-ce qui m'anime? Quels sont les termes qui reviennent derrière tout ça? Est-ce que mes valeurs, quelque chose qui me fait vraiment vibrer, c'est le partage, c'est la liberté, c'est la contribution, c'est le fun, c'est l'intellectualité, j'en sais rien. Et une fois qu'on est très clair là-dessus, on peut commencer à aller dans la tactique. On quitte la stratégie, on arrive dans la tactique et on se dit, OK, concrètement, dans mon quotidien, j'ai quel slot horaire, à quel endroit, et ces choses-là vont être consacrées à la création de mon business. Et après, il faut s'armer de patience. Je tiens vraiment à placer ces infos-là. Il y en a deux qui sont super intéressantes. La première, je crois que je la tiens de Stan Leloup à l'époque, qui a expliqué que 90% des boîtes se pètent la gueule dans les 3 premières années. Mais pour les gens qui arrivaient à tenir assez longtemps, passer ces 3 ans, quasiment toutes ces personnes-là, sous 7 ans, elles devenaient ce qu'on appelle riches. Donc en gros, c'était un succès financier, puisqu'ici c'est de ça dont il est question, mais bien évidemment, créer une boîte, ça va bien au-delà qu'un succès financier pur. Et une autre phrase qui est d'Alex Hormozy qui pop-up beaucoup depuis ces derniers mois et qui explique que tout le monde pourrait devenir millionnaire en 10 ans. C'est juste qu'il faut accepter de pas gagner grand-chose pendant les 9 premières années. Et ces timelines peuvent être arbitraires, mais je pense que c'est important de le mettre en avant. Moi, quand je me suis lancé avec 7 ans en tête. Je me suis dit pendant 7 ans, je ne lâche rien quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire que je ne sais pas ce qui arrivera, mais je ne lâcherai rien pendant 7 ans. Et au final, ça finit toujours par payer. Donc évitons la gratification immédiate, évitons d'avoir une pensée trop court-termiste. Le business, c'est un jeu infini. Hein. En théorie des jeux, on en parle Ouais, beaucoup. Donc le jeu infini, tu continues à gagner tant que tu restes dans le jeu. Donc pensons les choses pour le long terme. Je viens de te faire un podcast. À l'intérieur du podcast, je suis c'est désolé. exact. C'est N'hésite pas à parfait. me couper, C'est Hugo, si parfait. jamais je m'envole, parce que parfois je perds un C'est peu c'est le fil. c'est les questions que j'adore quand la personne, s'emballe et parle de plein de choses. Moi, j'adore ça, il y a aucun souci. Ok. Ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à une chose quand tu as dit, voilà, il y a voilà, je me levais à 5 heures du mat, il y a des soirées que j'ai pas fait avec mes potes, il y a des fois, je suis pas allé surfer avec eux, ce genre de choses. Heu, Ça me fait penser à une citation de Manuel Diaz, qui est un entrepreneur, qui a une newsletter super intéressante, qui dit souvent: «Choisir, c'est renoncer». Et en fait, c'est ce que tu me dis là. À quoi tu as renoncé, toi, pour ton succès aujourd'hui? J'ai renoncé à ces moments, donc du coup ces moments de vacances qui ont pu être des moments déjà en famille, mais aussi des moments avec des amis. J'ai refusé finalement à être. Alors moi j'ai fait une transition où j'ai longtemps eu un groupe d'amis qui était très tourné vers tout ce qui était fiesta, etc. Parce que c'est une grosse partie de ma personnalité. J'adore faire la fête et tout ça. Donc pendant un moment ça a dû être évidemment dire non à ça parce que c'est très difficile de tenir le rythme de 60-70 heures par semaine quand on fait ce genre de choses. Donc ça a été renoncer à ça. Ça a été renoncé pendant une bonne période à tout ce qui était relations finalement, parce que c'est énormément de temps qu'il faut investir dans son business et je savais que c'était ma priorité et c'était pas forcément compatible avec le fait d'être en relation avec quelqu'un. Donc ça a été aussi quelque chose qu'il faut peser. De façon plus générale, je pense que c'est ça, renoncer à certains moments sociaux et là où ça peut parfois paraître assez simple quand on le dit en fonction de est-ce qu'on est extraverti, introverti, quelle place on accorde à cette dynamique-là, à cette sphère de vie dans notre quotidien. Ça l'est un peu moins quand on y est confronté parce qu'il faut savoir que nous sommes ni plus ni moins que des animaux sociaux, on est câblés pour les relations sociales et que rester seul pendant trop longtemps, c'est pas une bonne chose. Donc évidemment, on a la chance quand on monte un business de se faire très vite un entourage d'entrepreneurs en ligne avec qui on va pouvoir être en contact quasi quotidien, avec qui on grandit, on avance également, mais il y a une certaine solitude au début. En plus, souvent, on opère des phases de transition, on passe d'un certain type d'identité à un autre. Dans cette transition, forcément, on perd des gens qui veulent pas
forcément que tu bouges et qui t'aiment très bien comme ça. Mais toi, tu sais inévitablement que tu vas avoir opéré cette transition identitaire pour aller chercher les résultats que tu veux chercher. C'est encore, Jim Rohn l'expliquait en 1980. Il disait, tu peux avoir plus que ce que tu as parce que tu peux devenir plus que qui tu es. Le mentor de Tony Robbins. Et il expliquait que la réciproque est aussi vraie. Tant que tu ne deviendras pas plus que qui tu es, tu ne pourras pas obtenir plus que ce que tu as. Sauf que quand tu es dans un entourage avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes ambitions que toi, si tu veux atteindre tes ambitions, tu vas devoir changer d'identité. Ce changement d'identitaire, cette fracture, va se faire par rapport à ton cercle social. Tu vas avoir autant de potes qui sont des vrais potes finalement et qui vont te dire mais va poursuivre ce qui est bien pour toi, moi je suis derrière toi, je te soutiens et tu sais que c'est des gens que tu garderas toute ta vie. Et il y a des gens qui finalement, le fait de s'émanciper comme ça les renvoie à leur propre incapacité de le faire. Ils se rendent compte qu'ils ont des rêves mais que eux ils n'ont pas le courage d'y aller et donc ils vont avoir tendance peut-être à rompre contact ou à t'ostratiser un peu, ce qui est la pire chose à faire pour un être humain de se sentir ostracisé du groupe. Donc c'est des choses qu'il faut savoir un peu au début. Relativement, d'une façon générale, c'est ça. C'est le choix qu'il y a à faire, ça va être le choix de l'allocation de ton temps. Au bout d'un moment, Ok. le temps, c'est une ressource qui est finie. Tu vas devoir choisir où est-ce que tu le mets. Et forcément, si aujourd'hui tu le mets beaucoup dans des moments sociaux ou dans des moments de chill où tu fais pas grand-chose, ça avait complètement disparu de mon quotidien pour arriver à faire les deux en même temps. Moi, je trouve que Donc, tu vois, voilà. trop souvent dans ma génération, du moins, hem, j'ai l'impression que les gens veulent tout, qu'on a envie de passer des temps avec ses potes, on a envie d'avoir un business qui marche, on a envie de passer du temps avec sa famille, on a envie de jouer, on a envie de faire plein de choses. Mais finalement, même si finalement toi ton objectif derrière, ce charbonnage que tu as fait pendant 3 ans, c'est un peu, ce que tu as dit, c'est de faire en 4 ce que les autres font en 8, finalement, en 8 heures. Exactement. Hem, pour arriver à cet objectif de taffer, d'avoir des journées de 4 heures, on est d'accord qu'il y a bien un moment où il va falloir charbonner, il va falloir se lever plus tôt, le taffer plus tard, ce genre de choses. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que les gens oublient trop. T'as tout compris. Ouais, T'as tout compris, c'est que ce rythme-là, parce que je commence en disant, en effet, accomplir en 4 heures ce qu'on fait en 8. Après je t'explique que je me mettais des semaines à 70 heures, donc forcément il y a un manque de cohérence. Mais c'est qu'en fait, j'aime bien cette phrase qui dit on peut tout avoir, mais pas tout en même temps. C'est-à-dire dans chaque phase de vie, tu es en train de couler les fondations pour une certaine ère de vie, une certaine sphère de vie qui va bâtir ton futur lifestyle idéal. Pendant que tu es en phase de fondation, quand tu es en train de les couler, tu dois faire des sacrifices qui ne correspondent pas forcément au lifestyle que tu verras plus tard. Tu es en train de faire tout ça aujourd'hui pour pouvoir l'avoir plus tard avec toutes les limites qu'ont ces raisonnements, hein. On peut se dire, oui, mais tu sais pas s'il faut dans 2 ans tu meurs et tu as perdu ta vie, s'il faut finalement tu vas te sacrifier pour rien parce que le résultat que tu vises, tu l'auras jamais pour telle et telle raison. On est d'accord, c'est un risque, c'est un pari sur l'avenir que tu fais, c'est un risque que tu es prêt à prendre, c'est le risque que moi j'ai été prêt à prendre également. Et donc, du coup, tu fais un espèce de pari sur l'avenir. Donc, tu vas insuffler énormément de ressources sur le court terme pour pouvoir en insuffler beaucoup moins sur le long terme. Et tu es toujours dans cette espèce de truc de se dire, OK, qu'est-ce que je dois fournir maintenant pour bâtir quelque chose qui arrivera plus tard. Tu peux choisir dès le début de te dire, je vais bosser 4 heures par jour. C'est juste qu'il faut que tu acceptes que ça prendra 2, 3, 4 fois plus de temps à y arriver. C'est une façon de voir les choses aussi. On peut le faire. Moi, j'aime bien dire que dans ces phases de construction, l'équilibre, c'est une constante correction de déséquilibre. J'ai appris il y a pas longtemps d'ailleurs que la meuf de, justement, la femme d'Alex Hormossi, Laila Hormossi, qui est une grande businesswoman, en parlait, expliquait que les gens pensaient que l'équilibre, ça ressemblait à chaque jour 1 heure de sport, 1 heure de business, 1 heure avec ses amis, 1 heure avec sa famille, 1 heure à chiller, etc. Et qu'en vrai, ça ressemblait plus à un mois sans voir la lumière du jour, et puis un mois à être en vacances et à voir que ses potes et à rien foutre. Chacun trouve la place qu'il veut à l'intérieur de ce continuum-là et de ce spectre-là. Mais c'est juste que le message à transmettre, c'est que parfois, pour l'équilibre futur, il faut être dans un déséquilibre temporaire. Et c'est comme marcher. Tu lèves le pied gauche, tu es en déséquilibre, tu le reposes. Tu lèves le droit, tu es en déséquilibre, tu le reposes. Et c'est vraiment cette constante correction de déséquilibre qui va te permettre d'arriver vers un équilibre futur. Quand après, tu es à 4 heures de taf par jour, bien évidemment que tu as le temps plus ou moins d'être équilibré surtout. Tu peux faire tes passions, tu bosses le matin, l'après-midi tu fais tes passions, tu fais ton sport, le soir tu peux voir tes potes, tu peux voyager, tu peux faire énormément de choses. Mais bien évidemment que ça, si c'était possible directement dans notre vie, tout le monde le ferait. Pour arriver à ça, il faut construire des systèmes qui vont t'y mener. Ça suppose de travailler dans un premier temps, en effet. ça marche. Il y a une citation, à laquelle tu m'as fait penser de Naval Ravikant, que tu aimes beaucoup, Ouais, qui dit que tous les résultats qu'on a aujourd'hui, et qu'on aura demain dans notre vie, que ce soit en termes de finances, en relations, dans nos connaissances, viennent des intérêts composés. Et l'intérêt composé, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans les 2 domaines. Moi, je suis plus dans les finances, tu es plus dans l'investissement, personnel des gens. Hem, comment est-ce que la mécanique des intérêts composés, se manifeste dans ton domaine? Et finalement, comment est-ce qu'on peut en profiter?
Alors la mécanique des intérêts composés, qui sont donc la force qui régit ce monde. Les intérêts composés, on les voit beaucoup en finance, donc dans ton domaine, et on les voit énormément dans les dynamiques de croissance personnelle avec ce qu'on appelle les habitudes. Les habitudes, c'est les intérêts composés de ton développement finalement. On les répétant chaque jour, tu atteins des niveaux qui sont à peine croyables. Et je pense que c'est là où ça se manifeste le plus. C'est-à-dire que c'est pour ça que le premier programme que j'ai sorti avec la tribu des starters, moi, c'est Habitude éternelle. C'était très important de commencer avec un programme comme ça parce que tu deviens ce que tu fais chaque jour, hein. Aristote le disait déjà il y a plus de 2000 ans. Et on retrouve énormément dans toutes les cultures qui ont marqué ce monde, on retrouve la place des habitudes et des routines qui est très présente. Ces habitudes et ces routines, finalement, ce que tu fais chaque jour, c'est ce que tu deviens au fur et à mesure du temps. En fonction de ce que tu vas décider de faire, tu vas avoir une espèce de courbe exponentielle. C'est ça qui est compliqué avec les habitudes, hein. C'est qu'au début, tu es obligé de traverser ce qu'on appelle la vallée de la mort, c'est-à-dire que tu fais énormément d'efforts, mais tu as très peu de résultats, jusqu'au moment où la courbe devient exponentielle. Et chose que j'ai traversée il y a à peu près un an, moi, et où tu vois tous tes résultats exploser à une vitesse qui est intersidérale. Tu te demandes d'où ça vient. Mais c'est qu'en fait, c'est comme cette fameuse légende du bambou chinois, là, où apparemment tu peux l'arroser pendant des mois, il n'y a rien qui pousse. Et quand il se décide à pousser, il pousse en l'espace de moins d'une semaine. Je crois qu'il atteint plus d'une vingtaine de mètres. Et en fait, on t'explique que tous les jours, quand tu maintiens des bonnes habitudes, que ce soit des bonnes habitudes pour ton business ou pour ta vie perso, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'arroser une graine. Et que cette graine, ça peut être déstabilisant parce que tu la vois pas pousser à l'échelle des mois. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'elle est en train de tisser dans le sol un réseau de racines qui va lui permettre, au bout d'un moment, quand la courbe tape l'exponentialité, de vraiment s'élever très rapidement. Et là, tu verras tout le résultat. Et tu te demandes, c'est un peu ces overnight success dont on parle Ouais. partout. J'aime bien cette phrase qui dit il m'a fallu 10 ans pour réussir du jour au lendemain. C'est qu'en fait, tous les jours, tu étais en train d'arroser, tu voyais pas ce qui se passait. Du jour au lendemain, ça pousse, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tous les jours, tu as arrosé, frère. Donc évidemment, au bout d'un moment, tu vois le truc qui pousse. Et je pense que c'est les habitudes, c'est ce qui manifeste le mieux la réalité que sont les intérêts composés dans les dynamiques de croissance personnelle. Donc mieux vaut faire un peu chaque jour que te bloquer des week-ends entiers à te démonter la gueule. La meilleure décision à prendre finalement, je pense en tout cas, c'est qu'une fois que tu as établi ta vision et que tu convertis cette vision en objectif, tu vas mener ce qu'on appelle des initiatives pour les atteindre. Donc c'est soit des habitudes, soit des projets. Et très vite, tu te demandes du coup, ok, en plus des projets qui vont être des gros coups d'énergie sur le court terme, de façon finie, qui vont me permettre d'enregistrer une percée, quelles vont être mes habitudes, qui sont eux pas des coups d'énergie qui sont si puissants que ça, mais qui vont être ce qu'on appelle du slow burn, comme une cocotte minute, qui sont infinis, qui vont fonctionner toute ma vie et qui vont m'aider à supporter ces projets et à faire monter un peu la vapeur jusqu'à que j'obtienne les résultats que je veux obtenir. C'est assez marrant que tu as parlé directement d'habitude là quand je t'ai parlé d'intérêt composé. J'ai un petit livre que tu connais, je pense, sur mon bureau qui s'appelle Atomic Habits, Exactement, du qui est fameux James une Clear. vraie masterclass, sur les habitudes et je pense qu'au vu de ton contenu et de tes formations, c'est un livre qui t'a beaucoup inspiré. Ouais, Hem, est-ce que, ça c'est une mécanique des intérêts composés, c'est quelque chose qui d'ailleurs illustre quelque chose que j'avais entendu dans un de tes podcasts, qui est en fait la verticalité des connaissances, qui est qu'en fait en devant un expert, par exemple pour la finance, où tu es vraiment un expert de ton domaine, tu te rends compte que finalement ces connaissances-là que tu as acquises dans un domaine, elles appliquent à énormément de domaines différents, et ces habitudes-là et en particulier dans le business, où en fait tu te rends compte que les intérêts composés et ce que tu dis là, tu as fait pendant des heures et des heures, pas avoir de résultats les premières années et d'un coup tu te rends compte que du jour au lendemain tu as percé. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et souvent les gens oublient et on voit uniquement les gens qui sortent de l'ombre et on voit pas ceux qui taffent dans l'ombre, qui sont en train de galérer en ce moment. ouais, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le modèle de la verticalité des connaissances, c'est le modèle de formation en T, dont on parle beaucoup, mais qui est un modèle qui a été popularisé par Apple, il me semble, à la base, qui est Mmh. de se former vraiment profondément, donc la barre du T qui part vers le bas, qui est verticale, du coup, profondément dans notre domaine d'expertise, et ensuite se former largement, donc la barre horizontale du T, dans les disciplines qui viennent finalement renforcer cette expertise de base. Et tu te rends compte que tout est plus ou moins connecté. On en parle beaucoup dans le programme Mind Galaxy, qui est un programme de gestion d'acquisition de connaissances, de prise de notes, où je parle notamment de la méthode de Niklas Luhmann de Zettelkasten. Et on parle justement de cette capacité à finalement prendre de tous les domaines que tu es en train d'étudier. Il y a à l'intérieur des espèces de petites pépites qu'on appelle des notes permanentes. Ces notes permanentes sont des concepts intemporels qui ont qui s'appliquent à une multitude de domaines. Et en fait, je pense que l'idée, quand on veut essayer de faire de sa pensée un empire, de réfléchir, de croître cognitivement, intellectuellement, c'est d'arriver à déceler ces pépites un peu partout dans tous les domaines auxquels on s'intéresse, et ensuite d'arriver à les connecter entre elles pour développer une compréhension beaucoup plus holistique de la vie et comprendre que finalement, même
même si on a une tendance beaucoup en Occident à segmenter les choses et à vouloir tout mettre dans des vases clos et une tendance à l'analyse un peu déconstructionniste, à l'analyse analytique qu'on apprend à l'école. On ne nous apprend pas la pensée systémique malheureusement à l'école. On a tendance à faire vraiment des cases et en fait on comprend que la réelle élévation intellectuelle elle se passe à partir du moment où on fracture ces frontières-là et qu'on commence à connecter tout ce qu'on sait les uns aux autres. Et c'est là que tu commences à avoir des résultats qui sont intéressants. Mmh. Les habitudes sont une des applications de ces principes-là. Est-ce que, on va changer un peu de sujet. Est-ce que tu penses, que il y a je trouve qu'il y a 2 écoles, concernant, ce que je vais dire. Il y a les personnes qui pensent qu'on peut faire, de sa passion son travail et à l'inverse, il y a les gens qui pensent qu'en se focusant sur un domaine et comme on en parlait un peu, avant, en apprenant énormément de choses sur un domaine, en devenant bon, en fait, dans un domaine, on va forcément l'aimer et voire devenir être passionné par ce domaine. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on peut encore, faire, comme dit, de sa passion son travail et si oui, comment? OK. Alors moi, je suis d'accord avec les 2 phrases que tu viens de donner. J'ai Ouais. tendance à pas tellement voir la réalité de façon binaire, mais plutôt, dans un continuum. C'est juste à quel point il est possible de vivre de sa passion et à quel point, on finit par aimer ce dans quoi on devient bon. Je pense qu'on finit par aimer ce dans quoi on devient bon parce que l'humain est programmé pour progresser. On génère une quantité de dopamine qui est extravagante quand on enregistre des progrès, quand on développe une maîtrise de quelque chose, quand on devient capable de produire une qualité qui est énorme avec, une quantité de ressources investies qui est moindre, comme aujourd'hui quand on écoute un podcast un interview de Naval Ravikant puisqu'on l'a cité tout à l'heure. Donc évidemment quand tu entends ce gars parler pendant 3 heures de tous ces sujets, tu es en mode mais c'est pas possible, une vie c'est pas assez pour devenir aussi intellectuellement pertinent. Finalement il a réussi à développer une qualité de pensée qui fait que peu importe le sujet sur lequel tu vas l'amener aujourd'hui, il est tellement bon il va éprouver du plaisir à l'idée de discuter de ça et de créer des choses parce qu'il est devenu bon là-dedans et c'est un jeu. Et notre cerveau, je pense qu'il adore ça. Il adore connecter, il adore créer, il adore comprendre, il adore résoudre les problèmes, atteindre des objectifs. Donc je suis d'accord sur cette partie-là. Je suis également d'accord sur le fait qu'il est possible de faire de sa passion un métier, dans le sens où c'est ce que j'ai fait. Et c'est aussi la phrase de Naval Ravikant qui dit que Internet va permettre 9 milliards de monopoles, puisque finalement tu es tellement unique que si tu te lances dans du personal branding, tu arrives sur une scène internationale où il y a forcément des gens qui vont raisonner avec ce que tu dis, et peu importe ta passion, tu vas trouver une micro-niche qui s'intéresse à ta passion. C'était beaucoup plus difficile à l'ère pré-Internet, puisque bon, si tu étais fan, je sais pas, de trucs très nichés, des carafes vertes avec des motifs orientaux, bon, mais peut-être que c'était difficile si tu habitais, je sais pas moi, en Suède, de trouver des gens qui allaient financer ce business. C'est plus du tout le cas maintenant puisqu'on est connecté à un réseau mondial, donc on peut à peu près parler à tout le monde. Donc je pense que c'est possible de faire de sa passion un taf. En tout cas, j'ai que des exemples de ça autour de moi. Les exemples autour de moi qui ne sont pas arrivés, c'est des gens qui ont abandonné trop tôt. C'est la maladie du siècle de toute façon. Donc le manque de discipline, le manque de persévérance, j'en vois énormément. Donc c'est souvent des gens qui ont arrêté trop tôt. Maintenant, je connais plus de gens qui ont atteint le fait de construire leur business et de vivre de leur passion et qui ont fini par tomber dans le piège de s'en dégoûter que de gens qui ne sont pas arrivés. Ce qui veut dire que pour moi, ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie. C'est qu'une fois que tu arrives à le faire et que ta passion devient vraiment ton taf, il faut absolument que tu te mettes des mécanismes qui permettent de contenir le dégoût par rapport à ton travail. Parce que si tu commences à... ce qui fait ta force peut-être aujourd'hui, c'est le fait que tu es en train de kiffer ce que tu fais du coup, Hugo, et que tu es passionné par ce domaine-là. Et quand demain ça devient ton métier, il y a tout un tas d'obligations qui va tomber et qui fait que ces choses-là, tu as peut-être moins envie de les faire, mais tu es obligé de les faire. Et petit à petit, tu peux développer une espèce de dégoût de ton métier. Cadrer ses horaires, mettre un réservoir de temps maximum par jour sur lequel on s'accorde à sa boîte, continuer à générer du fun, refuser des opportunités qui apportent de l'argent, mais qui sont complètement désalignées avec ce que tu as envie de faire, et garder cet esprit d'enfant, cet esprit de jeu, c'est quelque chose d'essentiel pour moi, pour continuer à vivre de sa passion. La théorie des jeux, vraiment, c'est quelque chose qui, je pense, peut sauver énormément de business. Il faut qu'on se connecte à notre âme d'enfant et qu'on continue à kiffer le fait de vraiment voir ça comme un immense tableau des scores, un immense tableau de jeu. On avance nos pions, on joue, on est vraiment dans un jeu. Et ce jeu, il a pour but d'apporter au maximum de gens autour de nous, tout en étant récompensé pour le service que l'on accorde à ce monde en tant que créateur. Donc je pense, oui, que c'est possible. Comment c'est possible? CF, le mode d'emploi dont on a parlé tout à l'heure, hein, Ouais. établir sa vision, bloquer du temps, y aller progressivement. Il y a 2 types de profils. Des profils entrepreneurs nés, je pense, dont je ne fais pas partie, qui vont se dire du jour au lendemain: «OK, c'est ma passion, je quitte mon taf, je me mets une pression de fou, je vais créer ma boîte et ça va le faire». Il y a des gens comme moi qui ont beaucoup plus un profil sécuritaire. Moi, j'ai grandi dans une famille de cadres. Mes parents sont de familles qui étaient très pauvres. Donc finalement, j'ai aussi hérité de tous leurs modèles mentaux. Ce qui fait que c'était impensable pour moi il y a 3 ans de quitter mon taf et de partir sur la TDS. Donc j'ai préféré garder ça. Ça suppose, il y a des avantages qui sont la sécurité. Les désavantages, c'est charge de travail que tu dois te mettre dans la tête et la lenteur, parce que tu avanceras beaucoup moins vite avec ce que j'ai fait
que Ouais. quelqu'un qui brûle ses bateaux, hein, cette fameuse leçon d'histoire de brûler ses bateaux. Mais les deux voies sont possibles. Il ne faut pas non plus essayer de se mettre un niveau de stress trop intense au point qu'on fracture. Il faut toujours aller chercher cette notion d'hormèse, de stress assez intense pour qu'on évolue, mais pas trop intense pour que ça nous brise. Laisse-moi juste t'interrompre quelques secondes ce podcast pour en fait t'offrir quelque chose, pour te remercier de l'intérêt que tu portes à mon contenu, mon podcast et mon blog. En fait, j'ai un livre qui s'appelle Jeune et riche, ton plan d'action pour te mettre à épargner et investir en moins d'un mois. Ce livre, tu vas le trouver en fait en description pour le télécharger 100% gratuitement. Dans ce livre, tu vas apprendre plein de choses, entre autres des techniques pour te mettre à épargner efficacement tous les mois, même quand tu as un petit revenu. Tu vas aussi apprendre les bases pour réaliser tes objectifs les plus ambitieux et te mettre enfin à investir et à épargner massivement. Et enfin, 11 ressources pour aller plus loin et te former sur l'investissement et l'épargne. Tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de cliquer sur le lien en description de ce podcast et de me renseigner l'adresse mail sur laquelle tu veux que je te l'envoie. Et tu vas recevoir dans quelques secondes cet e-book gratuit. Allez, c'est reparti, on reprend le podcast. Tu as parlé avant de jeux, et ça me fait penser à une thématique qui est, je trouve, super intéressante, qui est la gamification de la vie. Moi, j'étais un grand fan, et encore un peu aujourd'hui, de jeux vidéo. Faut que je me calibre un peu là-dessus aussi. Et en fait, on se rend compte que dans un jeu vidéo, les objectifs sont clairs. On a des quêtes, on a des objectifs, on sait exactement quoi faire pour faire évoluer notre personnage. Dans la vie, c'est beaucoup plus compliqué. C'est quand on est libre, surtout quand on est libre de notre emploi du temps, et ça va t'arriver en plus d'ici quelques jours. Mais toi, tu es très bien équipé pour ça, donc il n'y a aucun souci. Quand on est complètement libre de son temps, on peut avoir des difficultés sur quoi prioriser, que faire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette gamification et comment est-ce qu'on peut l'appliquer finalement dans son quotidien? Ouais, bien sûr. Alors la gamification, c'est un sujet que je suis en train de creuser. J'ai vocation à créer un podcast là-dessus. C'est un sujet que je creuse depuis maintenant presque un an. C'est quelque chose de très intéressant parce que à partir du moment où on comprend que pourquoi on devient addict au jeu, on comprend comment on peut devenir addict à la croissance personnelle. Je pense que les gens qui s'intéressent à la théorie des jeux, c'est souvent des gens comme toi et moi, puisque je vais te faire une confession, j'étais aussi un ancien geek, mais alors geek Ah ouais? maladif au point que je me réveillais la nuit pour taper des grosses parties de Guild Wars, de Diablo, etc. Ok, Au on est point ensemble. qu'aujourd'hui, dans mon quotidien, là, j'ai aucun jeu. C'est-à-dire que je ne peux pas, je pense que je ne tolère même pas qu'il y ait un peu de jeu parce que je pense que j'ai une capacité à sombrer à tout moment. C'est-à-dire que c'est une addiction qui est vraiment très profonde chez moi. Et je sais qu'aujourd'hui, si je me laisse ne serait-ce qu'un peu de temps, je risque de replonger. Donc j'ai changé ça et j'ai décidé de voir mon business comme un jeu. Je trouve que ça apporte plus à la société et que ça me permet de mieux canaliser cette espèce d'addiction que je peux avoir. Mais j'encourage vraiment tous les gens qui n'ont pas mon addiction à jouer parce que le jeu est vraiment quelque chose d'incroyable. Idriss Aberkan le dit, la nature a choisi le jeu comme mode d'apprentissage. Je pense qu'il y a énormément d'experts en productivité qui sont des anciens geeks parce que le jeu te forme à énormément de logique qui, si tu arrives à les transposer dans ta vie après, te permettent de croître à une vitesse qui est hallucinante. Donc, comme tu le dis, le jeu, quand tu arrives, finalement, tu as un set, tu as un personnage que tu vas choisir, tu lui mets des compétences, tu as un set de quêtes qui sont très bien définies, tu sais exactement ce que tu dois aller chercher pour obtenir ça, pour ensuite arriver dans ce monde-là, pour ensuite partir là-bas. Quand tu as des boucles de feedback et de rétroaction qui sont quasiment instantanées, tu sais ce que tu fais mal très vite, tu sais comment t'adapter pour finalement mieux faire la prochaine fois. Si tu perds, tu connais la raison, tu peux aller travailler cette raison en isolation, revenir et retenter une autre fois. Tu rejoins des guildes qui sont l'équivalent des mentors d'aujourd'hui pour qu'ils t'apprennent des choses que tu mettrais très longtemps à apprendre. Tu coopères bien mieux que ce qu'on coopère dans la vie réelle tous les jours. Et donc, il y a toute une série t'apprends beaucoup plus, tu vois, ton objectif final, il n'est pas directement servi comme ça, il est fractionné en une multitude de sous-objectifs, puis de quêtes, puis de différents niveaux, etc. Et si on fait un parallèle aujourd'hui avec la vie, on peut vraiment voir ça comme tu arrives dans ce monde, tu choisis pas forcément quel va être ton personnage, ni où tu nais sur la carte, ni à quelles ressources tu vas avoir accès quand tu nais, mais tu vas passer par un tutoriel d'initialisation qui est en fait ton enfance et l'éducation au sein de la société, qui va te donner un certain lot de compétences, et ensuite, suite à ça, ben, tu vas essayer d'aller faire valoir ces compétences sur le marché pour récupérer de l'or, l'or étant l'argent. Quand tu as stacké assez d'or, tu peux acheter de nouvelles compétences pour grimper dans ton arbre de compétences qui va être les différentes compétences en productivité, en montage de business, en relations sociales et qui te permettent de croître. Quand tu as assez cru, je crois qu'on dit, le verbe croire, quand tu es allé assez loin dans la démarche de croissance, tu as d'autres niveaux qui s'offrent à toi, tu peux battre d'autres types de boss final, tu peux rentrer en contact avec des gens avec qui tu ne pouvais pas rentrer en contact au début. Donc c'est un peu ça le concept de la vie, et j'ai partagé une story hier qui disait ça d'ailleurs, la vie est un jeu, stack de l'or, acquérir de nouvelles compétences, développe de nouvelles expériences, et puis passe les niveaux 1 à 1, et au bout d'un moment, tu as assez de ressources pour faire littéralement ce que tu veux dans le jeu de la vie. Cette phrase dont j'ai déjà parlé
dans une des vagues qui est la vie est un jeu de création, la vie est un jeu de création de réalité. Alors comment la vie, c'est une question, il faut que j'aille le retrouver dans mon obsidian parce que je l'avais très bien formulé. Alors, la vie est un jeu de stratégie dont le but est de gérer tes ressources pour construire une réalité dont tu es fier. Finalement, c'est exactement ça. Donc, il y a plusieurs ressources qui existent, bien évidemment, le temps, l'argent, les relations, la santé, la discipline, qui vont être toutes des ressources dont tu as à disposition. Et le but, ça va être d'apprendre à gérer ces ressources et à les organiser d'une certaine façon pour utiliser ces ressources-là au début pour monter en compétences. Ces compétences t'ouvrent d'autres opportunités, d'autres réseaux, d'autres niveaux, d'autres boss, et tu continues ensuite à réinvestir l'argent que tu gagnes en continuant à avancer dans la capacité à croître, à croître, à croître, et puis au bout d'un moment, tu arrives dans ce qu'on appelle gagner le jeu de la vie. Donc il y a plein de parallèles intéressants, je pense que ça mérite vraiment de se poser pour écrire quelque chose de construit, ce que je compte faire dans quelques semaines, c'est encore assez décousu dans ma tête, mais on peut énormément s'inspirer des jeux en générant massivement de la clarté sur nos objectifs, en découpant tout ça en sous-objectifs jusqu'à arriver au niveau des actions et des habitudes quotidiennes pour savoir ce qu'on veut faire, en mettant en place un système de récompense à chaque fois qu'on atteint un certain palier pour vraiment se récompenser à la hauteur de ce qu'on a fait, en n'essayant pas tout le temps d'avancer tout seul, mais en écoutant justement des podcasts comme celui-ci, en essayant de s'entourer de travailler son environnement digital pour s'entourer de gens qui pensent comme nous ou de gens qui nous inspirent, en regardant des émissions de podcast de grands entrepreneurs qui sont là où nous on aimerait être pour essayer de s'approprier ces modèles mentaux. Donc c'est des espèces de guildes indirectes et essayer de comprendre que finalement avoir une bonne gestion financière. Toi, c'est ce que tu apprends justement dans ton business. Donc ça, c'est très bien. Apprendre à gérer ses finances, qui va être la ressource principale dans un premier temps, et apprendre à avoir une gestion financière intelligente qui permet de mettre assez de côté pour réinvestir ça dans de l'acquisition de compétences, dans de l'acquisition de connaissances, pour continuer à croître, à croître, à croître, jusqu'à ce que tu arrives à ta V10, ta V12, qui te permet de faire ce que tu veux faire. C'est une Super quête, intéressant. c'est une quête qui prend du temps, mais c'est une quête qui est fascinante. Tu as démontré ton système un peu de prise de notes quand tu as cherché une citation avant quelque chose que tu avais oublié. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, malheureusement quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, comment apprendre et comment mémoriser les choses et rapidement les retrouver? Alors, ouais, alors ça, c'est un vaste sujet, comment apprendre et mémoriser les choses. J'ai un programme, du coup, comme je disais tout à l'heure, qui s'appelle Mind Galaxy, qui est dédié à l'acquisition de connaissances, à l'organisation de connaissances et à la prise de notes. À l'intérieur de ça, il y a un module, il fait presque 2 heures sur, ce que disent les neurosciences aujourd'hui sur la meilleure façon d'apprendre. Il y a tout un tas de techniques qui peuvent exister, des techniques les plus connues comme la méthode Feynman, qui consiste à, devenir capable d'expliquer à un enfant de 5 ans des concepts que l'on est en train de s'approprier, donc finalement la retransmission, à des principes aussi connus comme le principe de la répétition espacée, qui va permettre de s'exposer à la même information sur une période très longue, 1 à 2 fois par jour, pour encoder ça dans notre tête, et tout un tas de batteries. Je crois que des techniques, j'en mets plus de 35, qui sont validées aujourd'hui par la neuroscience et qui permettent de mieux t'approprier tout ça. Je pense que dans un premier temps, il faut partir du constat suivant, qui est que 99% des gens ne savent pas prendre des notes parce qu'en fait, on a été formé par le système éducatif qui ne nous apprend pas à prendre des notes. Il nous apprend à recopier bêtement ce qu'on voit et ce qu'on entend, sans jamais finalement impliquer à un niveau conscient de notre cerveau et à réécrire comme des zombies sur des feuilles, ce qui n'est absolument pas comme ça que se fait le processus d'apprentissage, bien évidemment. Le processus d'encodage de la connaissance se fait quand ton cerveau est actif. Donc je pense que la meilleure façon de faire, c'est de commencer par se réapproprier son système de prise de notes. Se réapproprier son système de prise de notes, ça peut, un des points d'ancrage peut être commencé par cette méthode, cette fameuse méthode Zettelkasten, dont toute ma formation qui fait plus de 14 heures de contenu est orientée. Elle est orientée autour de ça. Tu pourras bientôt le découvrir d'ailleurs, Hugo, puisque tu fais Exactement. partie des gens les plus bouillants qui sont passés à l'acte sur toutes mes formations. Donc tu verras que tu vas te régaler avec tout ça. Ça va beaucoup te servir même dans ton master à l'heure actuelle. Et, et en fait, ce que ça permet, c'est déjà d'avoir 3 niveaux de notes conceptuelles par lesquelles toute personne peut passer. Quand on est en train de consommer du contenu, podcast comme celui-ci, du contenu écrit, du contenu vidéo, il y a un premier niveau de prise de notes qui s'appelle des notes littéraires. Ces notes littéraires, c'est des notes flottantes, pardon. Ces notes flottantes, ce sont des notes où on va se contenter de copier-coller ce qu'on a entendu. Le truc, c'est que 99% des gens s'arrêtent à cet endroit-là et se demandent après pourquoi ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont appris. La courbe de l'oubli alors, comment il s'appelle? Ebbinghaus, je pense. Je vais encore aller le chercher justement dans mon obsidian. Ebbinghaus, voilà. La courbe de l'oubli, il te dit qu'au bout de 30 jours, on a perdu, on ne se souvient plus de 90% de ce qu'on a appris, au bout de 30 jours. Okay. Donc, c'est le déclin de la rétention de la mémoire au fil du temps. Si notre cerveau ne cherche pas à activement la conserver via notamment du coup le spacing effect dont j'ai parlé tout à l'heure, la répétition espacée et du coup cette capacité à se rappeler à peu près souvent pour aller stocker l'information non pas dans la mémoire
de long terme, mais dans ce qu'on appelle la retrieval strength et la storage strength, qui sont des concepts de neurosciences dans lesquels je ne vais pas rentrer parce que c'est des concepts qui sont un peu plus, qui demandent un peu plus de temps. Ouais. Mais tout ça pour dire que ça, c'est le premier niveau. Ça, tout le monde sait faire ça aujourd'hui. Ce que je conseille aux gens pour avoir le maximum de résultats dès aujourd'hui, c'est de rentrer dans le deuxième et dans le troisième niveau. C'est qu'une fois qu'ils ont fini ça, ils ne consomment plus de ressources jusqu'à avoir fait un deuxième niveau de prise de notes. Ce deuxième niveau de prise de notes, ça va consister à reprendre sa note flottante et à la transformer en note littéraire. Une note littéraire, c'est au début de ta note flottante, tu as tout ce que tu as copié-collé. À la fin, tu dois plus avoir un seul mot qui n'a pas été écrit par ton propre cerveau. Donc, ce qui veut dire que dans ce process-là, donc évidemment, tu peux conserver des citations pour illustrer ce que tu veux dire, mais tu vas relire chaque phrase et tu vas te dire, OK, qu'est-ce que je comprends de ce concept et comment je peux le réécrire avec mes propres mots. Tu vas réécrire ça avec tes propres mots, garder en citation les mots de l'auteur si jamais tu vas pouvoir les citer. Tu te retrouves à la fin avec un niveau de note qui s'appelle note littéraire. Et le troisième niveau, qui est le plus essentiel et qui est celui qui te fait vraiment accéder à un autre niveau de pensée, c'est de transformer ta note littéraire en de multiples notes permanentes. Des notes permanentes, ce sont des concepts intemporels qui peuvent s'appliquer à de multiples sujets. Chaque livre qui a été écrit, chaque conférence qui a été créée, au niveau élémentaire, ce que c'est une dizaine, pas plus généralement, de concepts clés intemporels que les auteurs ont mis dans un livre. Et autour de ça, ils ont mis des exemples, des expériences personnelles qui viennent illustrer ce qu'ils sont en train de dire. Le but ultime de l'apprentissage, c'est d'arriver à déceler quelles sont ces pépites, à se défaire du reste. Si tu veux le garder, les exemples et tout, c'est bien pour illustrer, pour générer ta compréhension, mais dans une certaine limite, après, on s'en fout. Ouais. Et de garder uniquement d'extraire le jus, la substantielle moelle des contenus que tu consommes et de les stocker. Donc le troisième niveau de prise de notes, c'est de ma note littéraire, je me retrouve avec 10-15 concepts clés. Et ces concepts clés, je les gère dans un logiciel qui permet de connecter la connaissance entre elles. Aujourd'hui, moi, je parle d'Obsidian, j'en parle beaucoup. C'est un concept que je présente dans Mind Galaxy et que j'apprends à utiliser. C'est un concept qu'on peut tester dès demain et qui est câblé sur cette méthode Zettelkasten et cette capacité d'interconnexion de la connaissance pour créer des espèces de galaxies de connaissances. Et une fois que tu es arrivé là, tu te rends compte que la force de la méthode, c'est pas tellement le fait qu'il y a 3 niveaux de notes, c'est que pendant tout ce passage du niveau 1 au niveau 2 et du 2 au 3, ton cerveau il est pleinement impliqué. Et pendant qu'il est impliqué, en train d'écrire, c'est Thiago Forte qui parle de ça, il dit l'écriture, je vais chercher une note encore, il dit l'écriture n'est pas le résultat de la réflexion, c'est le médium par lequel on réfléchit. C'est-à-dire que quand on se met à écrire, à reformuler dans nos propres mots, on n'est pas juste en train de créer, comment dire, d'exposer, de matérialiser le résultat de notre réflexion. C'est pendant qu'on est en train d'écrire qu'on est en train de réfléchir et qu'on est en train d'encoder dans notre cerveau ce qu'on vient de voir. Et on le fait une première fois pour les notes littéraires et on le fait une deuxième fois en se disant, OK, ça c'est ce que j'explique avec mes propres mots. Comment maintenant ce truc-là pourrait être un concept intemporel qui pourrait s'appliquer à de multiples domaines. Et quand tu arrives à la fin de ce process, forcément, tu as encodé bien plus que jamais. Et après, par des phénomènes de répétition espacée, tu peux t'exposer régulièrement à cette connaissance, etc. OK, top. Je trouve ça assez fou que tu viens d'exposer quelque chose qui je trouve serait tellement utile, dans nos cours, qu'on nous apprend pas à l'école, d'apprendre à apprendre et de prendre des notes. Super super intéressant, merci à toi en tout cas de partager ça. Et ce qui est le plus ironique en plus dans tout ça, c'est que cette méthode a été inventée par Niklas Luhmann, qui est un sociologue des années 60, et que c'est un des sociologues les plus prolifiques du monde académique, qui a écrit une cinquantaine de bouquins, je pense, et on compte même plus les articles. Donc c'est un académique qui a inventé cette méthode-là, que lui faisait sur papier à l'époque, dans des boîtes, 12 Zettelkasten, c'est des boîtes de carton en allemand. Et ce qui veut dire qu'il y a un moment où ce savoir a été dans le monde académique. Mais en fait, on l'a pas redistribué et on est resté très en retard sur le système scolaire. De toute façon, c'est un truc dont on pourrait parler pendant des heures. Moi, je fais bien évidemment pas partie de ceux qui jettent la pierre aux profs. J'ai beaucoup d'amis qui sont profs. C'est juste, j'aime bien dire, comme Idrissa Berkane, il dit, je critique pas les personnes, je suis structuraliste. Moi, j'émets un avis sur la structure. Le problème de la structure, c'est que peu importe l'être humain que tu mets dedans, il finira par converger vers la structure dans laquelle il est. Aujourd'hui, la structure du système scolaire, pour moi, est complètement archaïque et fait que ça nous apprend une seule chose, c'est à apprendre par cœur, des choses qu'on oublie dès qu'on sort de l'école. Et à la limite, dans certains parcours que moi j'ai pu faire comme les classes préparatoires, ça nous apprend à absorber un énorme volume horaire et à être très résilient et très persévérant. Mais du coup, on fait le tri sur le volet, on sélectionne pas les meilleurs élèves, ce sont pas les plus intelligents, loin de là aujourd'hui. Les meilleurs élèves, ce sont ceux qui ont la meilleure mémoire et qui ont la meilleure capacité à persévérer, c'est tout. C'est juste ça. Et des esprits brillants aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ne sortent pas dans l'école. Moi, j'ai des amis très proches qui ont été déscolarisés, qui ont aujourd'hui 24 ans, qui ont déjà monté 2 boîtes, et quand je discute avec eux, qui me mettent des patates de forain à tous les coins de phrase, parce qu'en fait, ils se sont renseignés sur énormément de choses, parce qu'ils avaient beaucoup de temps.
Donc je pense que le système scolaire aujourd'hui est complètement à repenser, que c'est un gros boulot et qu'il ne faut pas que les auditeurs qui nous écoutent comptent sur ce système-là pour développer leur force de frappe intellectuelle. Il faut absolument qu'ils aillent la chercher ailleurs, dans des bouquins qui ont été écrits depuis 50-60 ans, dans des podcasts, dans des conférences. On a un accès illimité à l'information. Internet aujourd'hui, c'est les mentors de l'époque. Aujourd'hui, Internet, c'est toute l'information à portée de main. On en parle encore avec ChatGPT. Tu as vraiment la possibilité, si tu as un ordinateur et une connexion, de devenir exactement qui tu veux devenir. Il faut réaliser ça et s'en saisir et pas se reposer sur un système, une structure pour nous l'inculquer. Ça me fait penser à une image qui est assez connue, que je pense que tu as peut-être déjà vue, qui est, une comparaison en fait de, différents domaines entre, nos arrière-grands-parents, et aujourd'hui Ouais, et tu avec vois la qu'en salle de fait classe. la classe c'est la même, la classe dans laquelle on est censé apprendre, est la même, là où d'autres domaines ont complètement été révolutionnés. Donc ça, c'est une petite image que je voulais ajouter pour Ouais, illustrer ouais, ça. j'ai vu cette image, elle est assez frappante et je tiens à rajouter, pour le point de contexte que souvent ce genre de discours sont tenus, celui que j'ai pu avoir par des gens qui étaient en échec scolaire et à juste titre du coup, parce que le système les a faillis et ils se sont faits tout seuls. Moi, c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que c'est tenu par, moi j'ai toujours été un excellent élève, classe préparatoire, j'ai fait un master à Sciences Po et j'ai jamais eu de problème avec le système éducatif. J'ai toujours fait partie des gens qui avaient les meilleures notes et qui étaient très bien rankés. Ce qui veut bien dire que je ne critique pas quelque chose dont j'ai été victime. J'en ai pas été victime du système scolaire, mais je peux dire aujourd'hui que même quand on réussit dans ce système scolaire, il t'apporte pas grand-chose pour la suite, si ce n'est les deux choses que j'ai citées préalablement. Donc vraiment, peu importe vos résultats, ne comptez pas sur ça pour développer votre force de frappe intellectuelle, elle se développe ailleurs. Ça marche. Avant, je t'ai entendu parler, d'internet et cetera. Ça m'a fait penser à quelque chose qui est que, moi actuellement, tu vois, ma génération, on est, je trouve les premiers. Moi en tout cas, je suis né avec internet et les réseaux sociaux, du coup mes parents ou, mon entourage de manière générale ne savaient pas du tout comment, appréhender ça. Heu, j'ai eu par exemple mon premier ouais, compte Facebook à 8 ans, tu vois? Pour te dire à quel point, c'était très tôt. Cette surexposition aux réseaux sociaux, ça me fait penser à une vidéo de Léo Duff qui dit que, TikTok a détruit une génération. Je trouve super intéressante, que j'invite, les personnes, qui nous écoutent à regarder. Comment est-ce que toi tu contrôles ça, ton côté réseaux sociaux? Est-ce que malgré, le fait que tu connaisses, toutes, ces techniques de productivité, ça t'arrive aussi parfois de te perdre dessus? Comment est-ce que tu gères ça finalement? Alors je gère ça, à peu près comme, toutes mes autres sphères de vie, c'est-à-dire avec intentionnalité. Je pense que toutes ces technologies, ce sont toujours des épées à double tranchant. C'est comme l'ère de surinformation à laquelle on vit. C'est-à-dire que la majeure partie des gens en deviennent victimes et ça devient un aspirateur à créativité, productivité et finalement à création long terme d'alignement par rapport à qui on a envie d'être. Une petite partie des gens décident de voir ça comme c'est un formidable outil aujourd'hui, pour 2 choses. Premièrement, pour créer un business. Deuxièmement, pour, s'élever intellectuellement. Donc comment je l'ai géré? Ça consiste déjà dans un premier temps, alors que je travaille avec Instagram, hein, essentiellement, de me limiter, de mettre une alerte sur mon iPhone à 1h30 par jour quotidien d'utilisation Instagram. Donc dès que j'ai cette alerte, c'est terminé pour la journée. Au début, tu hits ça très tôt et puis après, tu apprends à diffuser ta consommation tout au long de la journée. J'invite les gens à descendre ce curseur le plus bas possible dès qu'ils peuvent le faire. Première action. Deuxième action, un follow tous les comptes qui me font marrer, qui sont débiles, qui n'ont rien à voir avec la personne que je veux devenir. Troisième étape, essayer de faire un espèce de sondage de toutes les personnes qui m'inspirent à travers le monde, du contenu YouTube que j'ai pu découvrir, des podcasts, des livres que j'ai pu lire, des entrepreneurs dont on a pu me parler, etc. Et des gens qui ont aujourd'hui la vie que j'aimerais mener, que ce soit au niveau matériel ou au niveau immatériel, intellectuel, etc. Et ensuite aller follow toutes ces personnes-là, ce qui fait que j'ai transformé mon Instagram dans une espèce de tableau de pilotage de ma vie idéale, et qui fait que quand j'ouvre Instagram, mis à part mes potes, que je suis bien évidemment, je n'ai que du contenu de la part d'entrepreneurs, de penseurs, d'artistes, de musiciens, peu importe les domaines dans lesquels, de surfeurs, de sportifs, peu importe les domaines qui m'inspirent, mais je suis exposé qu'à du contenu qui me tire vers le haut. Des gens qui font des interviews, des gens qui parlent de leur philosophie, des gens qui donnent des techniques sur comment ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Et en fait, on est souvent victime par défaut de ces apps-là, mais on oublie que on n'est pas victime. Hein. C'est nous qui avons choisi de cliquer sur suivre, ou alors de se perdre en effet dans les reels et dans l'algorithme quand on est dans l'Explorer. Donc je fous jamais le pied dans l'Explorer. C'est une technique qui marche pas mal. Avec ces quatre techniques-là, tu as suffisamment de choses. Une fois que tu as déparamétré ton compte, tu l'as reparamétré et tu t'interdis d'aller dans l'Explorer et tu as bloqué ton compte à 1h30 par jour, il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut t'arriver. Facebook, j'ai l'impression que c'est dead. En tout cas, moi, à mon époque, au contraire, je fais partie de la génération où c'était en pleine explosion. Aujourd'hui, je m'y connecte une fois par trimestre encore. Euh, TikTok, j'y suis allé à un moment
pour partager les reels que je créais sur Instagram, je pense que j'ai dû consulter une psy pendant des mois pour me remettre de ça. C'est une blague bien évidemment, mais c'était tellement d'une bassesse intellectuelle ce que j'ai pu voir que j'étais satellisé. Alors pour la défense de TikTok, tous mes potes m'ont dit c'est normal parce qu'en fait tu passais pas de temps dessus, donc ton algorithme il donnait que des trucs au hasard. Et évidemment, ben, comme tu as suivi personne, on t'a jamais mis du contenu intéressant. Il semblerait qu'il y ait quand même du contenu très intéressant sur TikTok, donc je veux pas le disqualifier. Mais pour moi c'est une telle arme intellectuelle ce TikTok là que j'ai vraiment peur de rester dessus. Je sais aujourd'hui l'addiction qu'il y a. J'ai vu des études apparemment qui disaient qu'on commençait à enregistrer une chute de QI chez les jeunes générations à cause de TikTok. En termes de capacité d'attention, c'est désastreux. Je passe le fait que je suis tombé sur des articles à vérifier vos sources, bien évidemment, mais j'ai quand même croisé 2-3 sources qui disent la même chose, qu'a priori l'algorithme ne fonctionne pas de la même façon en Europe qu'en Asie, et a priori la Chine paramétrerait ça comme finalement de la géopolitique intellectuelle, donc dans un but de pousser en Europe tous les contenus débiles, et en Chine apparemment si tu poses un pied sur le sol chinois, tous les contenus qui sont poussés, c'est des élèves qui font des expériences scientifiques, c'est des théories sur la nature de ce monde, etc., ce qui n'est pas du tout le cas ici, donc je suspecte en plus l'algorithme d'être paramétré pour nous rendre idiots, en tout cas de ce que j'ai pu lire, à vérifier de votre côté. Donc tout ça fait que TikTok, je mets pas les pieds dessus non plus. Et en fait, il faut se poser aujourd'hui la question de fond qui est de pourquoi on est là-dessus. Qu'est-ce qu'on tire de la consommation de ces choses-là? Et quand on trouve les adjectifs de ce qu'on tire, il y a généralement toujours une façon de tirer la même chose d'une façon beaucoup moins néfaste. Si ce qu'on tire de TikTok et d'Instagram, c'est la capacité à élever notre niveau de pensée, il y a des livres, il y a des conférences qui existent, il y a des contenus beaucoup plus longs qui sont beaucoup plus intéressants pour ta capacité de penser que de scroller comme ça dans la journée. Ça peut être un système support qui fait que pendant ta pause, pendant que tu es en train de marcher, tu ouvres tes réseaux sociaux et tu as de la chance, tu as tout bien paramétré, donc tu peux remettre une pilule sur des concepts intéressants. Mais si c'est du fun, il y a d'autres moyens de faire du fun. Va faire de l'escalade en voie, va dans l'océan faire du surf, va faire du sport, va rigoler avec tes potes, connecter avec eux, va faire des trucs qui vraiment te mettent avec le monde réel. Et ça peut faire. Je m'entends parler, j'ai l'impression d'avoir un discours de boomer réac, alors que j'ai Non, mais 30 piges. c'est très vrai. C'est Mais très, ce que très je vrai. veux dire par là, c'est que il y a un temps pour s'amuser et il y a un temps pour se dire, ok, quelle vraiment tendance je veux donner à ma vie dans les 10 prochaines années. J'aime bien dire la décennie, c'est la nouvelle année. Pense à qui tu veux devenir et qui tu veux être. Ne supprime pas toutes les tentations, on n'est pas non plus des stoïques au premier sens du terme, mais essayons de limiter au maximum ce genre de choses qui en fait nous dégradent plus que nous apportent quelque chose au quotidien. J'aborde même pas la question du dopamine fucked up qui est en train de se passer et qui est désastreux au niveau neuroscientifique, hein. Donc je mets même ça de côté, Hmm. qui à mon avis va faire des dégâts dans les prochaines décennies. Rien qu'avec ce que j'ai cité, je pense qu'il y a de quoi faire. Tu as parlé avant de dopamine et je pense que c'est un sujet que d'ailleurs, je suis en train de lire un livre en ce moment sur ce qui est digital detox, qui est super intéressant. D'ailleurs, Comment il s'appelle? c'est Je connais. Digital Detox de Thibaut Meurice. Ok. Je connais pas, mais du coup, un excellent bouquin si tu veux continuer sur la Dopamine Detox, dopamine. exactement. C'est Dopamine Nation. Ouais. Dopamine Nation, c'est un bouquin qui a été écrit par une chercheuse dont j'ai plus le nom, et une chercheuse en neurosciences. Et ce bouquin est incroyable, c'est devenu un bouquin référent sur la dopamine. Et je conseille tous les auditeurs à aller jeter un coup d'œil. Ça fait partie des bouquins. Il y a quelques bouquins qu'il faut lire une fois dans sa vie et qui nous apportent bien plus que tout le cursus scolaire qu'on pourra faire en termes de compréhension de l'être humain et de capacité d'action au quotidien. Ce bouquin en fait partie. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà fait, ce genre de dopamine détox ou pendant, Ouais, c'est quelque chose que j'ai tenté, c'est quelque chose que j'ai tenté. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai pas une vie où mes récepteurs de dopamine sont trop, fucked up au quotidien. OK. Mais j'ai quand même vu une différence quand j'ai fait les dopamine détox, qui est flagrant, hein. J'invite vraiment tous les gens, il y a différents niveaux de dopamine détox, hein. Il y a le niveau, vraiment tu te retires des réseaux sociaux, qui est un peu le niveau élémentaire. Ensuite, il y a le niveau par-dessus, t'arrêtes alors tout ce qui est nourriture dégueulasse, moi ça, j'en mange pas ou quasiment jamais, donc ça m'affecte pas. Mais après, il y a le niveau, donc tu retires la nourriture, très salée, trop sucrée, etc. Il y a le niveau, tu n'écoutes plus de musique, tu ne regardes plus de vidéos YouTube, même les trucs qui te tirent vers le haut, tu ne regardes plus la télé. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je sais plus s'il y a d'autres couches. Peut-être toi tu le sais, Hugo? Non, c'est à peu près ce que tu À viens de peu dire, près ouais. ça. Moi, je suis jamais passé au niveau musique et je suis jamais passé au niveau vidéo YouTube, de ne pas regarder. Moi, mes dopamine détox, c'était je ne vais plus sur Instagram, je ne vais plus sur les réseaux sociaux et tout le reste dans mon quotidien, c'est déjà les douches d'eau froide, elles y sont, le sport il y est, la diète elle y est. Donc tout le reste, c'est déjà plus ou moins set. Et même en enlevant rien que ça, et j'ai fait ça pendant 10 jours, quand j'ai vu dans mon quotidien une différence flagrante dans le niveau de kiff que je pouvais avoir. C'est-à-dire que c'est très difficile à expliquer pour les auditeurs qui n'ont jamais fait ça, mais tu vas sortir dans la rue, je vais sentir une odeur et ça va me rendre heureux, tu vois.
je sais pas, voir un coucher de soleil et je vais avoir des frissons. Et en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ça le principe derrière la dopamine détox. C'est pas de la magie. C'est que c'est un principe scientifique qui est très facile à comprendre. Si tous les jours de ta vie, tu te mets de la cocaïne dans le nez pour être réveillé, le jour où on te propose un café, tu vas boire ton café, et le café, tu vas dire ouais, ok, super, merci. Si demain on t'enlève la cocaïne, on te sevre, et qu'après on te file un café, le café, il va t'envoyer à Narnia. Ce qui se passe au quotidien, c'est que tous les réseaux auxquels on est, toutes les machines de génération de dopamine auxquelles on est pas sensibilisé, mais exposé. Et en plus, je mets même pas dans le lot tout ce qui est pornographie parce que là, il y a un autre game à ouvrir. Elle fucked up complètement nos récepteurs comme si tous les jours on se mettait de la cocaïne. Ce qui veut dire que dans les plaisirs simples de la vie, de connecter avec un pote, de voir un coucher de soleil, de sentir l'air iodé le soir quand tu marches au bord de l'eau, de je sais n'importe quel, de cuisiner un bon plat, d'avoir les bonnes odeurs qui viennent à toi, de savourer ce plat-là, mais c'est que dalle par rapport à la dose de dopamine qu'on t'envoie dans la tête. Donc ça devient, on te rend incapable de ressentir les plaisirs simples de la vie. Et en faisant ces dopamines détox régulièrement, ça te permet de reconnecter avec notre nature humaine et de reconnecter avec des niveaux standards de dopamine. Super intéressant. Ça, c'est un truc que je pense que je vais, essayer aussi de mon côté, je te ferai un petit retour sur Ah, tu me Instagram, feras un retour avec lequel plaisir. Ouais. et je pense que c'est quelque chose de super intéressant parce qu'on s'en rend pas compte, en fait. On est tellement né, tu vois, même moi, à titre personnel, je suis né avec les réseaux sociaux, je suis né avec, un peu ce shot de dopamine dont tu parles avant. J'ai fait un peu ce que tu as dit avant, c'est-à-dire, bah, à la fois limiter un peu mon utilisation des réseaux, et aussi la changer, dans le sens, consommer du contenu qui est quand même beaucoup plus, qui va me servir au quotidien. Mais il y a quand même ce truc de: «Ah, parfois j'y passe quand même trop de temps». Donc ça, je pense, c'est quelque chose d'assez intéressant à faire, Dopamine Detox. On aura peut-être, j'aurai peut-être l'occasion du coup de la tester. Il y avait un autre sujet que j'avais envie de te parler, je vois qu'on va bientôt atteindre les 1 heure, donc on va pas tarder, ça sera peut-être le dernier sujet qu'on va traiter. C'est les memory dividendes. Tu avais fait je sais plus Ah si oui, c'était une vague ou un post Instagram là-dessus. ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est, pour les personnes qui nous écoutent? Ouais, est-ce que tu veux que je t'explique en freestyle ou est-ce que je sors ma note, sur Comme tu le sens. sur les souvenirs les dividendes de souvenirs? Parce que je l'ai traduit. Mais c'est ouais, c'est sur le bouquin de Bill Perkins que toi tu as lu, que moi je n'ai pas lu à l'heure actuelle, Die with, Zero. Et du coup, je l'ai pas lu, mais le concept, je l'ai compris puisque du coup, j'ai fait une vague dessus. Et en gros, le concept des dividendes de souvenirs, c'est un concept qui vise à privilégier le fait de vivre des expériences dont on se souviendra fréquemment tout au long de notre vie, plutôt qu'utiliser notre argent pour acheter du matériel. Dans le domaine de la science du bonheur, ça revient très souvent, ce thème à chaque fois, de comment utiliser notre argent pour générer du bonheur. Et quand on se demande comment utiliser notre argent pour générer du bonheur, on arrive toujours sur les deux mêmes trucs, c'est utiliser l'argent pour acheter des expériences et utiliser de l'argent pour faire plaisir aux autres. C'est les deux trucs qui généralement nous permettent de générer du bonheur avec notre argent. Et les dividendes de souvenirs, on est complètement dans le premier truc, c'est-à-dire utiliser notre argent non pas pour des biens matériels, mais utiliser notre argent pour vivre des expériences qui peuvent apporter du bonheur pendant des années et des années. Et moi, je prenais l'exemple dans le contenu que j'avais partagé d'un soir en fait où alors pour le coup c'était une expérience qui était gratuite mais ça marche aussi, c'est le fait de suivre obsessivement comme ça dans sa vie toutes les expériences qui vont nous rendre heureux non seulement maintenant mais en plus chaque jour on va toucher comme des intérêts composés de ces dividendes de souvenirs. Donc c'était un dimanche soir et j'avais eu un week-end qui était éreintant parce que j'avais énormément bossé et en fait l'orage arrivait et il y avait une belle session de surf et je me suis dit putain ça serait cool d'aller faire un surf avec les potes et en fait très vite je me suis dit putain je suis crevé. Demain, il faut que je me lève tôt. Il flotte, ça va être la galère de se changer sous la pluie. L'eau, il y a des chances qu'elle soit dégueulasse parce qu'on a une vraie problématique dans le Pays Basque avec la qualité des eaux à cause de ça. Donc du coup, il y a des chances que je chope un truc qui fait que pendant quelques jours, je vais être un peu mal, je vais être moins productif, blablabla. Et mon cerveau commençait à tourner comme ça. Et je suis rentré chez moi, j'étais sur ma terrasse, j'observais l'orage. Je suis rentré à l'intérieur et sur mon tableau, là, j'ai vu marqué Memento Mori, qui est la maxime stoïque grecque que je me répète souvent. Souviens-toi que tu vas mourir, ou même mieux, il y en a qui la traduisent avec souviens-toi que tu meurs chaque jour. Et je trouve que c'est encore plus beau de le voir comme ça. Et je me dis, putain, mais n'importe quoi, je suis en train de réfléchir alors que je peux avoir un souvenir de fou avec mes potes, là. Une session sous l'orage avec tous les potes, sous la flotte, j'adore ça, l'eau elle est bouillante, les conditions étaient vraiment belles. Et donc, du coup, j'ai créé un groupe WhatsApp direct, on s'est programmé une session. Et ce que j'expliquais, c'est que ce truc-là m'a apporté du bonheur à l'instant T, mais en plus, il me crée des dividendes de souvenirs dans le sens où à chaque fois qu'on va se retrouver avec ses potes, on va à chaque fois se dire, tiens, tu te rappelles, ce dimanche soir, c'était incroyable, il y avait l'éclair au loin, les nuages étaient tout noirs, on a partagé une session qui était ouf jusqu'à que la nuit tombe et tout. Et toutes ces expériences dans nos vies, déjà, si on doit les acheter, ça vaut le coup de les acheter. Il y a des expériences qui sont gratuites là-dessus. Et j'essaie aujourd'hui, quand on me propose quelque chose, de me dire toujours ça, me dire, ok, là j'ai la flemme, parce que mon cerveau il est construit pour avoir la flemme. Mais est-ce que vraiment, c'est pas un truc dont je pourrais me souvenir toute ma vie et je pourrais en reparler avec mes potes et en fait, à chaque fois que je m'en rappellerai, ça me donnera des espèces de shots de bonheur comme ça. Et je pense que celui qui arrive à maximiser
le fait de saisir ces expériences-là, il a accès à une qualité de vie dont les autres n'auront jamais accès. Parce que ça se stack, encore une Ouais, fois, et c'est des intérêts composés, encore une fois, qui se stackent les uns sur les autres. c'est super intéressant parce que j'ai aussi vécu une expérience, perso avec ce côté, dividende, memory dividende. C'est un livre, D'accord. moi, et avec, d'autres livres, qui m'ont aussi inspiré. C'est qui m'a en fait, donné envie de partir, faire un tour de l'Europe en sac à dos. OK. Mais j'avais plein d'excuses que je pouvais me donner bah, qui en termes d'épargne, ça va, comment dire? Ça va donner un gros schlass à mon épargne en partie. Est-ce que je pourrais pas faire ça plus tard? Bref, j'avais mille et une excuses de pas le faire. Et quand j'ai lu ce bouquin, et un peu ce côté Memento Mori aussi, souviens-toi que tu vas mourir, je me suis dit, en fait, c'est presque aujourd'hui ou jamais finalement. Le temps passe tellement vite qu'en fait, il vaut mieux faire ses idées de projet, cette bucket list qu'on fait des choses qu'on a envie de faire avant de mourir. Vaut mieux en fait le faire aujourd'hui, surtout quand c'est une expérience de voilà, faire un tour du monde, un tour de l'Europe. On pourra pas le faire quand on a 60 ans, c'est sûr. Donc, il y a plein de choses aussi dans ce livre qui est du coup, finalement, qui se traduit en français Comment mourir avec zéro, qui est super intéressant. Il y a aussi ce côté de bah, fais ta liste en fait des choses que tu as envie de faire avant de mourir et trier ensuite par zone de vie. OK. Et finalement, il nous explique que voilà, bah, quand tu es jeune, c'est là où il va falloir prendre du risque. C'est là où tu as beaucoup de temps et par contre, tu as pas beaucoup d'argent. Donc, il va falloir ajuster les choses que tu veux faire dans ta bucket list dans cette zone-là. À l'inverse, quand tu es adulte, bah là, tu vas avoir peut-être un peu moins de temps, tu as encore un peu de santé et tu as un peu de finances aussi qui sont présentes. Donc pareil, tu vas aussi adapter ce qu'il y a dans ta bucket list et la mettre dans la partie adulte. Et à l'inverse, quand tu arrives en fin de vie, souvent tes finances sont quand même pas mal, si tu as bien épargné au cours de ta vie. Par contre, ta santé, du coup, bah, est beaucoup moins présente. Et du coup, ça te permet d'ajuster et de vivre une vie, comme tu aimes bien dire, by design, et d'ajuster ta bucket list en fonction de tes aires de vie, finalement. Donc c'était Ah, je super. crois que j'avais entendu parler de ce concept dans une vidéo d'Ali Abdaal, qui faisait un résumé du livre, il me semble, ça me dit Ouais, quelque chose. exactement. Mais parce que finalement, tu vois, ça renvoie encore une fois, parce que c'est pareil, c'est-à-dire que tous les conseils sont bons, mais ça dépend qui les entend. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es un flambeur et qu'on te dit meurs avec zéro, ne pense à rien et Oui, tout, le problème c'est que tu vas te retrouver dans 10 ans avec zéro économie, tu auras une incapacité à financer les projets qui t'intéressent, tu n'auras pas forcément de business qui roule et finalement tu risques de le regretter. Si à l'inverse, tu es aujourd'hui quelqu'un qui pilote très bien tes finances, qui suit le contenu du Go et qui apprend à avoir des bonnes méthodes qui roulent pour apprendre à bien gérer ses finances. Bon, ben, on arrive dans ce principe de vie que j'essaie de m'appliquer, c'est que la vie, c'est toujours un subtil mélange entre la persévérance et le lâcher prise. Tu dois d'un côté persévérer dans la façon dont tu vas tenir tes finances, et de temps en temps, il faut quand même savoir aussi lâcher et se dire, écoute, c'est quoi, c'est 80% de mon temps, je suis en train de charbonner et de faire gaffe. J'ai aussi envie de kiffer ma vie à côté. Donc, c'est toujours pareil. Le diable se cache dans les extrêmes et le secret, le principe 11 de la tribu des starters, l'équilibre est la clé. Il faut toujours essayer de rester dans cet équilibre-là et ne pas vivre une vie comme un ascète en se sacrifiant jour et nuit et en dégradant nos qualités de vie. Ne pas non plus la vivre comme un épicurien en kiffant tous les jours parce que finalement, au bout de 10-20 ans, on n'a plus rien. Mais trouver où est-ce que nous, on veut mettre le curseur entre ces deux extrêmes-là en tant qu'être humain en fonction de notre socle de valeurs. Et comprendre que quelle que soit la décision que l'on prend, il y aura des points positifs avec ça, des points négatifs avec ça. Il y aura des risques et des opportunités avec ça. L'essentiel, c'est que ce soit aligné avec nos valeurs et avec là où on a envie d'aller dans nos vies. c'est super intéressant parce que j'ai eu un rendez-vous, donc moi je suis professionnellement parlant, je travaille dans un cabinet de gestion de patrimoine. Et un jour, j'ai quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit je gère mes finances comme si j'allais mourir dans 10 ans. Et en fait, il s'est rendu compte que, en discutant avec lui, que en fait, c'est pas du tout sain de penser comme ça. Il a complètement revu sa manière de penser. C'est quelqu'un qui vraiment vivait au jour le jour, Ok. qui vraiment claquait toutes ses thunes, ce genre de choses. Heu et finalement, c'est vrai que ce curseur à avoir entre, bah, vivre l'instant présent, savoir profiter, savoir kiffer et aussi planifier pour le futur, c'est super important. Et je trouve que ce côté, ce livre-là, en tout cas, nous apprend complètement à faire ça et à planifier ses finances tout au long de sa vie de manière logique. C'est top pour le côté logique et même sur le côté philosophique en fait. C'est que ces deux choses-là, la persévérance, le lâcher prise, c'est deux forces qui s'opposent encore une fois. Et c'est ces questions de dipolarité. C'est la théorie de l'implosion d'un auteur qui s'appelle Victor, je sais plus comment, là, qui explique que sans pôle extrême, finalement, t'as pas de dipolarité. Sans dipolarité, t'as pas d'attraction, t'as pas de rejet. Et sans attraction, rejet, t'as pas de mouvement. Et sans mouvement, t'as pas de vie. Et en fait, c'est toujours
ce dilemme philosophique dans lequel on va se situer toute notre vie. C'est comme le paradoxe désir-amour dont parle beaucoup Esther Perel en théorie de relations amoureuses. Elle explique que c'est pas un problème qui se résout, c'est un paradoxe qui se gère. Et c'est pareil pour ces trucs-là, énergie féminine, énergie masculine, persévérance, lâcher prise, amour, désir, jour, nuit, hiver, été, etc. Ce sont pas des problèmes qui se résolvent, ce sont des paradoxes qui se gèrent. Donc on revient à ce qu'on disait au début du podcast, l'équilibre c'est une constante correction de déséquilibre. On va toujours avoir un peu le pied trop dans un, on va le reculer, on va mettre l'autre, puis on va le reculer, on va mettre l'autre, et ainsi de suite. Et on essaie, dès qu'on est trop extrême dans quelque chose, je pense que ça doit être un bon trigger pour se dire, ok, là, je pense que je suis victime d'un raccourcissement de la pensée, d'un biais cognitif, et que c'est pas forcément là que se loge la vérité, aussi tant est qu'il en existe une objective. Et donc, du coup, essayer toujours d'avoir un espèce d'équilibre dans notre façon de raisonner et de tirer le meilleur, on va dire, des deux forces qui s'opposent et dans lesquelles on baigne au quotidien. On va conclure ce podcast sur une question que je pose traditionnellement à toutes les personnes qui viennent me voir. Tu as un peu répondu dans le côté memory dividende, mais peut-être que tu pourras développer un peu plus dans cette dernière question, Ok. qui est de est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? Oh là là, mais alors ça c'est très intéressant parce qu'en plus j'ai vu des études dessus. Donc j'ai une réponse très. Bah, de toute façon les études m'ont confirmé l'avis que j'avais, la réponse intuitive que je faisais, c'est-à-dire que je disais toujours l'argent fait le bonheur, mais jusqu'à un certain point. Moi j'étais tombé sur cette fameuse étude que tout le monde connaît là, je crois que c'était de Harvard, qui disait qu'au-delà de 75 000 dollars par an, l'argent n'impactait plus ta qualité de vie. Et 75 000 dollars, ça faisait 5 600 euros, 5 500 euros par mois. Et moi, j'étais resté sur ça. Et récemment, je suis tombé sur une étude qui était un peu plus fine et qui était méga intéressante et qui expliquait que, donc, qui venait réviser justement cette hypothèse des 75 000 par an et qui expliquait que si tes revenus sont bas, plus tu auras de revenus, plus tu seras heureux. C'est un fait. Si tes revenus sont hauts et que tu es heureux, plus de revenus ne vaudra pas forcément le coup en termes de bonheur. Parce que si tu as déjà des revenus qui sont hauts et que tu es déjà heureux, il vaut mieux que tu te penches sur d'autres sphères de tes vies, comme les relations, comme la spiritualité, qui t'apportera plus de bonheur. Et si tes revenus sont hauts et que tu n'es pas heureux, plus de revenus ne te rendra certainement pas heureux parce que tu as déjà le niveau de revenus nécessaire pour être heureux dans ta vie. Ce qui veut dire que le problème n'est pas au niveau de tes revenus, mais au niveau de tes autres sphères de vie. Donc en gros, la réponse simple, c'est que si aujourd'hui tes revenus ils sont bas, va chercher de l'argent parce que cet argent va drastiquement augmenter ton niveau de bonheur. Maintenant, je pense qu'arriver à un certain seuil, je sais pas moi, je dirais au pif 5 000, 6 000, 7 000, je pense que tu commences à avoir plus trop de différence dans ton mode de vie par rapport à ce que tu peux avoir d'une autre façon. Et à ce moment-là, si tu te rends toujours pas heureux, tu te sens toujours pas heureux, ça devient intéressant de te pencher sur d'autres sphères de vie. Si t'es pas heureux avec 7 000, 8 000 euros par mois, ne tombe pas dans le piège de penser que parce que tu en auras 20, 30, 40, tu seras plus heureux. Si t'es pas heureux à ce stade-là, tu as des problèmes de fond dans ta vie. Tu as des problèmes peut-être de psy, des traumas du passé, des blessures du passé, tu as peut-être des problèmes de relations, des problèmes d'entourage, des problèmes de santé, d'autres problèmes, d'autres dynamiques qui sont aussi, qui comptent aussi pour ton score total de bonheur, mais qui n'est pas uniquement l'argent. Super intéressant, merci pour ta réponse super complète, en plus qui est backseat par la science. On va arriver du coup à la fin de ce podcast. Merci à toi en tout cas d'être venu. Avec plaisir, c'était vraiment, vraiment un plaisir. Je file le lien de l'étude quand même parce que quand je cite des études, Ouais, bien j'aime bien sûr. les donner parce que c'est une étude qui a été, menée par Matthew, Killingworth. Donc Killingworth, K-I-2-L-I-N-G-S, W-O-R-T-H, et l'étude de 2023, donc elle est très récente et ça s'appelle Income and Emotional Wellbeing: A Conflict Resolved. Donc, soi-disant qu'ils ont enfin réussi à résoudre le conflit. Et donc, ça a été mené par Killingworth et aussi Daniel Kahneman, qui est quand même un des deux gars qui a inventé, qui a labellisé la notion de biais cognitif avec Amos Tversky dans les années 70, je crois que c'était 72. Donc, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Si les gens veulent aller regarder l'étude. Top. Comme dit, j'ai beaucoup aimé cette discussion. Est-ce que tu peux partager aux gens qui ont apprécié ce que tu nous as partagé, où on peut te retrouver? Ouais, bien sûr, on peut me retrouver sur Instagram, du coup, sofiane.hdn. On peut me retrouver sur toutes les plateformes de podcast. C'est le podcast qui s'appelle Evolve, donc Evolve. Et que vous arriviez sur l'un ou sur l'autre, vous allez pouvoir avoir accès à ma newsletter quotidienne, qui est là où le plus grand contenu, la plus grande qualité de contenu est concentrée, hein. C'est une vague par jour depuis maintenant plus de 3 ans. On a passé la millième récemment. Donc je suis pas tout nouveau sur le marché. J'aime bien travailler ça. C'est un exercice qui me plaît. C'est pas prêt de disparaître. Et il y a pas mal de valeur là-dessus, donc je vous invite à rejoindre via cette newsletter. Je mettrai, comme tu dis, tous tes réseaux en description, mais s'il y en a une que les personnes devraient retenir, c'est vraiment cette newsletter. Moi, c'est quelque chose que j'adore et que je lis tous les matins maintenant depuis plus d'1 an. Et que je trouve que c'est vraiment une patate de forain, comme tu dis, tous les matins, ça donne vraiment plein d'éléments clés et surtout actionnables
à avoir dans son quotidien pour s'améliorer, être plus productif et finalement construire la vie qu'on a envie. Merci beaucoup Hugo. À noter Merci à toi. qu'en rejoignant la newsletter, vous aurez accès au kit de performance de la tribu des starters. Il y a énormément de ressources gratuites dedans, une formation contre la productivité, une formation vidéo de 2 heures. Vous allez avoir des templates Notion, des trackers intelligents d'habitude, un test de productivité pour évaluer votre niveau et savoir un peu quelles sont les prochaines actions à prendre, etc., etc. Donc il y a un joli pack qui vous attend aussi à l'intérieur de tout ça. Merci beaucoup Hugo. En tout cas, j'ai grave kiffé discuter de tous ces sujets avec toi. Quand Merci tu à veux, on toi. remet ça. Et Je te puis, souhaite, bonne le soirée. meilleur, que ce soit à titre perso et pour la tribu des starters du coup. Yes, de toute façon, on reste en contact. Exact. Ciao, bonne journée. C'est ça. Merci à toi d'être allé jusqu'au bout de cet épisode de Génération Investisseur. Je te donne maintenant rendez-vous en description pour 2 choses. Déjà, télécharger mon ebook offert Jeune et riche. Et deuxièmement, passer sur mon blog boussolendargent.fr où je vais rentrer beaucoup plus en profondeur sur divers sujets pour te permettre de bien épargner, bien investir et réaliser tes projets. Sur ce, moi je file et je te dis à la prochaine.